tiens, salut. Mon vieux, faut pas courir comme ça. Mais on va être en retard, la petite porte sera fermée, faudra encore passer chez le dirlo pour la dérouille, elle suffit. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. À mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien. Il y a une rumeur qui court ici dans les couloirs qui dit que vous allez bien. Ah ouais, ça va très bien. C'est vrai qu'on va extrêmement bien. Ouais, la rumeur dit vrai. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Pauline Clément. Comment tu vas ? Ça va bien, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Oui, je m'appelle Pauline. Je suis comédienne. Je fais partie de la troupe de la Comédie Française depuis 6 ans. Et je fais des vidéos sur Internet avec mon groupe Yes Vous Aime, en ce moment plus connu sous le nom de Brut. Et voilà. C'est toujours un peu la classe quand on dit qu'on fait partie de la Comédie Française, non ? Bah, des fois, on nous appelle Machin Bidule de la Comédie Française. Machin Bidule, on dit ? Okay, d'accord. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un film qui a marqué l'histoire du cinéma français, Les 400 coups. Sorti en 1959, Les 400 coups est le premier film de François Truffaut, âgé alors de 27 ans seulement à l'époque. Pour le grand public, ce film symbolise souvent en compagnie d'À bout de souffle, la nouvelle vague, mouvement initié au milieu des années 50, dont certains attribuent la paternité à Claude Chabrol, quand d'autres l'associent plutôt à Jacques Rivette. Un mouvement qui a révolutionné le cinéma français, avec une flopée de jeunes réalisateurs talentueux, des techniques cinématographiques nouvelles et surtout un cinéma qui dépeignait frontalement son époque. Les 400 coups racontent l'histoire du jeune Antoine Doinel, garçon de 12 ans à l'enfance difficile. Ce film obtint le prix de la mise en scène à Cannes et connut plusieurs suites dans lesquelles on vit le jeune Antoine Doinel évoluer dans le temps, toujours incarné par Jean-Pierre Léaud. Alors la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film ? Et je vais commencer avec Pauline. Je pense que c'était mon petit frère qui le regardait, donc je pense qu'au début j'avais vu des bouts et j'avais été super choquée de la fin que je trouvais hyper triste. Pour moi c'était vraiment le drame parce que je me disais, je ne vais pas spoiler ceux qui n'ont pas vu la fin, mais je ne sais pas s'il se passe un truc vraiment extraordinaire, mais j'étais là, merde, mais qu'est-ce qu'il va faire après ? J'étais vraiment en gros questionnement sur que va-t-il se passer après ? Quelle est la suite ? Ouais. Guillaume ? Moi, je l'ai vu. D'habitude, je l'ai vu à sa sortie. Effectivement, non, pas du tout. Je l'ai vu bien tard, en fait. Je l'ai vu il y a 3 ans, je pense. Et effectivement, je sais pas, j'étais direct tapé par le film, beaucoup plus que par, tu sais, on parle de nouvelle vague, mais je trouve ça beaucoup plus accessible que du Godard, par exemple. Je vois pas trop le délire. Je pense que nouvelle vague parce que ça en fait partie, mais. Et souvent, on associe Godard et Truffaut, mais ils ont vraiment un cinéma différent. Ouais, clairement. Et en fait, comment dire ? Non, mais j'en garde un super souvenir. Je l'ai revu tout à l'heure par souci journalistique. Ah, joli. Oh oui, parce que bon, voilà. Taf, toi. Oh, je le possède en Blu-ray. Est-ce que t'as une carte de presse, toi ? J'ai une carte, non, pas du tout. Mais c'est exceptionnel, effectivement. Et on dira peut-être tout à l'heure les scènes qui nous ont marqué, mais la scène qui m'avait marqué la première fois, elle m'a remarqué cette fois-là. Et je pense que c'est la scène qui marque tout le monde, mais elle est trop bien. Ok, Aurélien. Eh bien, moi, c'est pareil. Je pense que je l'ai vu tard. Et en fait, j'avais acheté le coffret Antoine Doinel. Okay. Donc pour moi, c'est un préquel de Antoine Doinel. C'est genre, tu sais, comme quand tu vois un film et que c'est la jeunesse d'eux, en fait. Voilà. Parce qu'en plus, je crois que je l'ai pas vu. J'ai pas commencé par ça, le cycle. J'ai d'abord vu, je sais plus, Baiser volé ou Domicile conjugal, je sais plus. Je les ai vus dans le désordre, ce qui est un peu débile. Mais pour le coup, après, vu que c'est en noir et blanc et tout, j'ai vraiment l'impression, genre, ah ouais, c'est cool, c'est un film sur la jeunesse d'Antoine Doinel, en fait. Alors qu'en fait, c'est le début du cycle. Donc j'avais absolument rien compris. Mais ouais, super. Voilà. Bonne chronique. Moi, quand j'avais 17-18 ans, j'ai commencé à m'intéresser à un cinéma différent. Et puis, c'était un peu l'époque où je quittais ma banlieue natale pour aller à Paris. Et quand j'allais à Paris, j'allais dans les cinémas du quartier latin, la Filmothèque, Reflet Médicis, Le Champeau, tout ça. Et c'est là-bas que j'ai découvert un peu tous les grands classiques du cinéma, dont la Nouvelle Vague. Je me souviens, à l'époque, j'avais lu un article qui disait que le tout premier film de la Nouvelle Vague, c'était Le Beau Serge de Chabrol. Et ça m'avait intrigué. Et ce film passait, donc j'avais vu Le Beau Serge. Et puis une fois que j'avais vu ce film-là, je m'étais dit, maintenant, il faut que je rattrape mon retard sur la Nouvelle Vague. Donc j'avais vu À bout de souffle, bien sûr. J'avais vu et puis Les 400 coups là-bas, quartier latin. Et j'avais trouvé ça formidable, vraiment touchant. Et puis en plus, moi, c'était l'époque où ma mère m'avait mis dans une école catholique à Paris. Ça ressemble un peu à l'école qu'il y a dans le film, très stricte. Et du coup, je m'y retrouvais un peu là-dedans et tout. Il y avait un truc où, je sais pas. Puis on en parlait avec Pauline sur Insta. Par message, quand on s'est dit qu'on allait parler des 400 coups, elle m'a dit tiens, il faut que je t'envoie une vidéo. Et c'est une vidéo que j'avais déjà vue, effectivement. C'est la vidéo du casting de tous les enfants des 400 coups, enfin du film Les 400 coups. Et cette vidéo est fascinante. C'est une vidéo que j'adore. On voit les enfants comme ça parler. Je te laisse raconter, Pauline.
cette vidéo, ils parlent comme s'ils avaient 50 ans avec un phrasé comme ça. Ça, c'est formidable. C'est un peu des petits messieurs avant C'est l'heure. ça. Et c'est vrai que toi, tu disais, ils parlent mieux que nous aujourd'hui. Ils s'expriment très bien. Et déjà, moi, j'adore voir les castings quand je regarde un film, j'adore voir les castings, surtout quand c'est des castings de gens qui n'ont pas encore fait de cinéma. C'est génial. Rien que regarder le premier casting de Duris, tout ça, j'adore. Et donc là, tu vois leur casting et puis ils essayent de bien répondre, ils sont à fond. Puis en même temps, ils ont un peu, comme si on disait la gouaille, quoi, à l'ancienne. Ils sont un peu rebelles et tout. Et c'est génial de regarder comment ils se présentent, comment ils sont venus, ceux qui ont pris les trains pour passer le casting et tout. C'est très chouette à voir après ou avant d'avoir vu le film. Tu connais Monsieur de Marquis, je vois. Oh ben moi je connais pas grand monde, c'est ma mère qui le connaît, puis alors on l'a rencontré sur les Champs-Élysées. Ah bon? Alors ma mère justement elle a dit tiens monsieur, enfin un ami, on a vu dans le journal pour qu'il fasse du cinéma les enfants. Alors il a dit il y a mon fils hein. Puis il a dit bon ben envoyez-le de ma part. Puis alors de ma part on a envoyé une lettre de sa part. Il est gentil Monsieur Marquis? Oh ben vous savez je l'ai vu 5 minutes, enfin il semble très gentil. Ouais. Sur la route comme ça. Et dans la vie, tu es plutôt triste ou gai? Oh moi je suis gay, je suis pas triste. Ah bon? Non, très bien, coupé. Et surtout, ce qui marque, c'est qu'ils ont une assurance quand ils parlent. Ouais. Ils ont vraiment une assurance, une confiance en eux, puis ils ont, comme tu dis, ils ont une gouaille comme ça. C'est marrant parce assez que impressionnant. dans le film, la scène où il est interviewé par la psychologue, Ouais, ça faisait partie des tests où il parlait avec Truffaut. on dirait un casting en fait, avant. Ouais, c'est ça, Et je exactement. me demande s'il n'était pas en impro, cette scène-là. On dirait, hein. Ouais. Je me demande si. Cette scène, c'était effectivement de l'impro. Et en gros, ce qu'avait fait Truffaut pour cette scène, donc dans le film, pour resituer le contexte, il y a un moment où le petit Antoine Doinel parle avec une psychologue. Et en fait, c'était Truffaut qui lui donnait des indications pour l'amener là où il voulait. Et en fait, c'était de l'impro de la part de Jean-Pierre Léaud, le petit Jean-Pierre Léaud. Et donc, vous avez raison, du coup, c'est de l'impro, cette scène. Et c'est Truffaut qui le guidait un peu. Est-ce qu'il y a une scène qui vous a marqué dans les 400 coups, une scène plus qu'une autre? Tout à l'heure, tu nous parlais de la fin, Pauline. Mais est-ce qu'il y a une scène comme ça à laquelle tu penses quand tu te mets à réfléchir aux 400 coups? Moi, je crois que ce qui me fascinait, parce que c'est un film que j'ai regardé par petits bouts, parce que quand j'étais petite, je regardais surtout les films par bouts. Tu sais, t'as un moment, t'as le temps de regarder un truc avant de faire tes devoirs. Donc, tu regardes des bouts de films, et en fait, tu le regardes toujours des petits morceaux. Et c'était surtout le moment, enfin, il le fait plusieurs fois dans le film, où il s'échappe de chez lui. Je crois que j'avais un peu le rêve de fuguer, de partir, et tu vois un gars qui a 12 ans dans le film, qui s'échappe de chez lui, qui vit seul, il se trouve une bouteille de lait pour boire le matin, il dort dans une imprimerie. Et ça, j'adore ces moments parce que, je sais pas, quand t'es enfant et tu regardes ça, tu te dis, oh putain, moi j'habite chez mes parents, je vais dans le frigo. T'as envie tu voudrais bien avoir ton appart à toi. Enfin, je me souviens quand j'étais jeune, je voulais toujours être plus vieille. Je me disais toujours, j'espère que je fais genre 16 ans, j'espère que je fais genre 18 ans. Tu veux, en fait, ce que on cherchait, je pense, c'est la liberté, avoir mon propre appart, faire mes propres choix, choisir qui je suis. Et du coup, ça me faisait rêver tous ces moments où il part avec son pote et puis il s'échappe de chez lui, il vit dehors. J'adore C'est ces marrant ce scènes-là. truc parce que quand on est petit, on veut faire 16 ans, etc. Et après, quand on est vieux, on veut pas faire 38 ans. Ouais, c'est ça. C'est un peu l'inverse. Toi, Guillaume, il y a une scène qui t'a marqué? Moi, c'était mais même en fait, c'est trop bizarre parce que quand je l'ai revu là, avant de le revoir, j'étais persuadé que c'était la scène de fin, mais pas du tout. C'est la scène où, puisque effectivement non, mais enfin, vous allez comprendre. C'est Okay. quand il se fait, embarquer et qu'on le prend dans le fourgon et qu'il se met à pleurer et qu'on voit Paris et juste la scène, elle est méga longue. Et déjà, on pourrait reparler de la musique de ce film, qui est quand même exceptionnelle. Jean Constantin. Ouais. Et cette scène où juste, en fait, c'est juste un chant contre chant entre ce qu'il voit à la fenêtre, parce que le film commence sur des plans de Paris, et au final, c'est les mêmes plans de Paris, mais avec des barreaux devant. Et lui, il est là, il a juste une larme qui coule. Et il est hyper. Enfin, tu sens que. il est dégoûté, en fait. D'ailleurs, en parlant de cette scène, il y a certains plans de Paris donc magnifiques qu'on voit dans ce film. Et il y a certains plans qui ne pourraient plus exister aujourd'hui parce qu'entre-temps, des constructions d'immeubles. Donc tous les plans qu'on voit de la ville de Paris ne pourraient plus exister parce qu'ils sont cachés par certains immeubles. Il y a un plan de la Tour Eiffel de fou. Exactement. Ce plan-là, il ne pourrait plus exister maintenant. Ouais. Aurélien? J'ai pas vraiment de scène, là, j'y réfléchissais en même temps, mais moi, c'est plus un mélange un peu de ce que vous disiez tous les deux, en mode la jeunesse à cette période, en fait. Tu sais, le côté, je sais pas, c'est des petits moments, en fait, de voir comment ils réagissent, ce côté un peu, à mon avis, qui faisait justement Nouvelle Vague, où t'as l'impression que t'as beaucoup de choses qui sont assez improvisées, où c'est pas déclamé, tu vois, et en fait, t'as l'impression d'être des fois dans un semi-documentaire de comment ça se passe dans une salle de classe dans les années 50, tu vois. Et ça, j'aime bien. Et en plus, je trouve que ça se recroise pas mal. Là, j'ai revu Mon oncle de Tati. Jacques Tati. Et il y a toute une période aussi où il est avec son neveu, là, et ils sont entre
petits garçons là à faire des conneries, à parier sur des mecs qui vont se prendre des lampadaires dans la tronche et tout. Et en fait, c'est tout cet esprit-là que je trouve un peu grivois, marrant. En même temps, ils font des conneries à la kick et fluke et ils veulent pas se faire choper. En même temps, c'est jamais vraiment méchant. C'est des blagues, quoi. Et c'est ça que je crois que j'aime bien dans ce film. Peut-être que j'ai rien compris à ce film, en fait. Moi, il y a une scène qui me marque à chaque fois quand je repense à ce film, c'est la scène où il me semble qu'il arrive en retard à l'école et puis il y a son prof qui lui fait des remontrances. Et il le pousse comme ça dans ses retranchements, il lui pose des questions et puis le petit dit « Ouais, bah, c'est ma mère et tout ». Et puis il le pousse, il dit « Qu'est-ce qu'elle a ta mère ?» Et là, il s'énerve, il fait « Bah, elle est morte ». Il invente un mensonge comme ça. Et le prof, il est là, genre, ah bah mon pauvre, attends. Ouais, c'est bien. Et nous, on se dit, oh merde, pourquoi il s'est voilà. Et là, on se dit, bon, bah, il fait que s'enfoncer à chaque fois de plus en plus, quoi. Et c'est marrant parce qu'en le revoyant, je me disais, ce qui est fou, ce que tu disais, c'est que ça a l'air d'être des petits monsieur, et encore plus des petits monsieur parce qu'ils s'appellent tous par leur nom de famille. Tout le temps. Ah oui, c'est vrai, ça. Ah oui, j'avais peur. Et non, du gommier Du gommier, bah, tu sais, genre gros dégueulasse, des trucs comme ça, tu vois. Ils s'appellent tout le temps par leur nom de famille. C'est vrai. Et la scène de pleurs dont tu parles, ce que je trouve en fait un peu troublant, c'est que il sanglote pas. Enfin, il est pas en train de pleurer. Il a juste la larme qui coule, mais il a toujours son air de genre j'en ai vu d'autres. Et c'est ça que je trouve beau, c'est que il perd pas son truc et en même temps tu te dis tiens il est sensible, mais c'est pas le truc où tu le vois pleurer. Alors, au fil des ans et suite à ce film, François Truffaut a construit sa propre légende au point de devenir une référence pour plusieurs jeunes réalisateurs, dont Steven Spielberg. Aurélien, raconte-nous comment Truffaut s'est retrouvé à jouer sous la direction d'un de ses admirateurs dans Rencontre du troisième type en 1977. Eh bien, c'est une histoire assez drôle et qui parle justement de l'enfance en général. Parce que, en gros, pour resituer, ça se passe en février 1976 et Truffaut est dans son studio, donc ses bureaux de rue Marbeuf. Je sais pas, il en parle dans son truc, ça m'a resté dans ma tête. Et il dit, je reçois un coup de téléphone, et là, pouf, c'est un Américain. Il parle pas très bien anglais à l'époque, donc il comprend pas tout, mais il capte que c'est Steven Spielberg. Et là, il fait, waouh, délire. Ils n'avaient pas trop forcément de contact avant. Il a déjà réalisé à ce moment-là Les Dents de la Mer. Exactement. Et Truffaut, surtout, il est supra fan de son premier film, Duel, où il dit que pour un premier film, c'est assez incroyable. Et ils savent que y a une sorte de nouvelle vague américaine qui est en train de se mettre en place et qui est très fan des films de la nouvelle vague française, notamment ceux qu'on a cités, Melville, Godard, bien sûr, à bout de souffle, et Truffaut. Et Spielberg, son préféré, c'est Truffaut. Et c'est ce qu'il lui dit au téléphone en lui disant... je préfère vraiment tes films, tout ça, parce que justement ton rapport à l'enfance me touche. Et on sait que Spielberg fera beaucoup de films et beaucoup de personnages autour justement de ce retour à l'enfance. Et en fait, il dit j'ai un film qui se fait avec des extraterrestres, des soucoupes volantes, et je veux un Français. Et en fait, à l'époque, Spielberg, il voulait vraiment un acteur français, et il avait plusieurs idées. Il voulait potentiellement Yves Montand, Lino Ventura, Dutronc, Depardieu. Il était sur un peu tous les visages du moment des années 70 en France. Et à un moment, il s'est dit, en fait, c'est pas forcément ça que je recherche. Je cherche un personnage qu'on verrait pas forcément dans d'autres films, qui représente la France pour lui et pour les Américains en général. Et en même temps, qui serait un acteur un peu naïf. Et il dit, en fait, dans les films où Truffaut joue, parce que très souvent on voit Truffaut dans ses films, notamment dans La Nuit américaine, souvent il fait des films un peu autobiographiques, et j'ai trouvé cette naïveté, en fait, que je voudrais que tu utilises dans mon film. Et donc, j'aime bien le fait que tu sois un acteur un peu naïf. Et Truffaut, là, en fait, il est entre deux films. Il dit, je viens de finir L'argent de poche, et là, je dois faire le scénario de l'homme qui aimait les femmes, mais j'ai un petit trou. Et il se dit, Spielberg, il va me mettre sur un film, ça va durer, 3 semaines de tournage et ça va le faire. Donc il dit oui. Et là, c'est la catastrophe. Parce qu'au final, il se retrouve avec un film qui dure en tournage à peu près 2 ans. Et il racontera que c'est le pire souvenir de tournage qu'il aura, en fait. Il en racontera que 8 ans après, en disant maintenant, je peux dire, ouais, c'était génial, on était dans le sud des États-Unis, en Alabama, c'était sympa, mais en vrai, sur le coup, c'était nul. Il dit en fait, c'était tellement énorme comme production que il était devenu un acteur normal. C'est-à-dire qu'il pensait potentiellement être un réalisateur qui fait acteur pour quelques scènes. Il me dit, en fait, je me suis retrouvé dans un énorme entrepôt avec 40 électriciens, on faisait 2 plans par jour,
Et en fait, tu te mets à réfléchir. Enfin, t'es plus dans le film en fait. Tu filmes que 2 séquences par jour, 2 plans par jour. Donc au final, t'es comme tous les gens qui sont sur le plateau. T'as juste envie de te barrer. Tu penses au moment où tu peux rentrer chez toi, voir ta famille. Et il dit, j'ai vécu ça vraiment comme un calvaire. Et il dit, c'est là où Spielberg, c'est un génie. Parce que c'était le seul qui croyait au film en fait. Et il disait genre il y avait même les producteurs qui venaient en disant genre mais là il y a trop de thunes qui rentrent dedans. Est-ce qu'on va vraiment injecter 2 millions? Et il voyait comment il faisait. Et il disait j'étais spectateur de cette espèce de génie un peu même maladif où genre il tenait entièrement une super production à bout de bras tout seul. Et il y avait que lui dans sa tête qui voyait le film tel qu'il allait vraiment être, tu vois. Et ça, Truffaut, il a vraiment été impressionné par ça, même s'il a dit je ferai jamais ça, parce qu'il voyait pas l'intérêt d'avoir autant de délais et de retard par rapport au film, tu vois. Lui, vraiment, faut que ça soit beaucoup plus instinctif et surtout beaucoup plus proche de lui. Donc ça, il l'a pas compris, mais il a aimé être dirigé en tant qu'acteur, et ça lui a appris pas mal de choses sur le fait d'être dirigé et d'être vraiment pas à la source de l'histoire, en fait. Et de seulement jouer pour un autre réalisateur. Et ça, il l'a pris vraiment en compte. Il a même raconté une anecdote qui était assez drôle. C'est qu'il avait une ligne dans son dialogue qui devait dire à un moment, genre, quand les extraterrestres arrivaient, je ne spoil pas, c'est l'histoire du film, il devait dire, genre, Einstein avait raison. Genre, Einstein was right. Et en fait, il en rêvait la nuit en disant, genre, on dirait que c'est un truc de bande dessinée, c'est nul, en fait. Enfin, genre, tu sais, c'est trop, genre, didactique, hyper raccourci. Je veux pas dire ça, en fait. Et donc, il lui explique un peu, en disant, je pense pas que je vais le dire et tout. Arrive un jour où il filme une autre scène, et en fait, il voit le mec à côté de lui, un autre savant, qui fait Einstein was right. Et là, il fait, putain, il a refilé ma ligne à un autre mec. Et en fait, il était énervé parce que, genre, tu sais, comme il dit, genre, comme si j'étais juste un acteur, en fait. Alors que j'étais pas content, je voulais pas faire cette ligne. Mais, genre, en fait, ça a créé tout un univers j'étais juste acteur sur ce film. Et ce qui était marrant, c'est qu'entre-temps, il est revenu en France, il a tourné son film, donc, L'homme qui préférait les femmes, ou qui aimait les femmes, je ne sais plus, je me trompe toujours sur le titre de ce film. Et Spielberg l'a rappelé en disant genre je suis en train de monter mon film et j'aimerais bien faire quelques séquences en plus. Est-ce que tu peux venir en Inde? Oh là là. Je fais ouais ok. Et il se retrouve en Inde. Et c'est la scène d'ouverture du film, non? C'est ça. En fait, il a toutes les scènes d'ouverture, il les a tournées après pour voir un peu comment ça pouvait se monter son histoire et comment il pouvait créer en fait cette histoire de savant, de chercheur qui va trouver des extraterrestres et des soucoupes volantes un peu dans le monde entier. Et qui sont tournés donc bien après la séquence principale de rencontre. Et donc il y a cette séquence en Inde qui se passe très bien où il rencontre et il dit mais en fait il se dit à cette période je pense que je suis en train de tourner dans un film qui est continu et qui va jamais sortir. Il dit à Spielberg en fait tu vas me donner des rendez-vous tous les 6 mois, on va tourner des trucs, et en fait, ça sort pas ton truc, ça sort jamais, tu vois. Et donc, ça le fait rigoler, et il dit, ça m'a beaucoup fait me rigoler, quand il m'a dit, on va tourner une dernière scène, et c'est la scène d'entrée dans le désert, avec la tempête de désert et tout ça, vraiment le début, et il dit, là, j'ai failli mourir, en fait. Genre, en fait, il avait rappelé tous les producteurs du film, et tous les banquiers, pour leur dire, on va vous montrer un peu ce que ça va donner, l'entrée du film. Et donc, il me dit, bah, en fait, ils avaient mis une soufflerie énorme. J'étais au milieu du truc, j'avais l'impression d'être vraiment dans une tempête. Et on voit dans la séquence, il dit, derrière le gros monsieur mexicain, on me voit derrière en train de m'envoler. Et j'étais vraiment en train j'étais en train de suffoquer, en fait. J'étais vraiment à la limite de mourir. J'étais pas bien du tout, tu vois. Et donc, il s'en rappelle vraiment comme d'un passage étrange. Et une rencontre où il a dit qu'il a jamais essayé de donner une vision de réalisateur à Spielberg. Il a toujours essayé de rester son acteur et il disait que c'était une liberté assez folle de justement se dire genre action, je joue pour lui et quand c'est fini, je regarde juste si c'est exactement ce qu'il voulait et j'ai pas d'autre regard que ça. Et il dit c'est la seule expérience quasiment que j'ai eue comme ça. Alors quand on voit quand on lit des interviews en général de réalisateurs américains comme Steven Spielberg ou Coppola ou Martin Scorsese même, on se rend compte que très souvent, ils citent des films français dans leurs films préférés. Par rapport aux autres cinémas, qu'est-ce qui vous plaît dans le cinéma français, Pauline? Plus que les autres cinémas, comme le cinéma américain ou le cinéma italien. Qu'est-ce qui te plaît plus dans le cinéma français? Bah, c'est vrai que, par exemple, dans les films comme Les 400 coups, moi, j'aime beaucoup le fait que ce soit autobiographique, que ça se voit que le réalisateur a dit des trucs de lui, ça transparaît. Et que ce soit pas une grosse production avec que des
je sais pas, des acteurs qui, alors maintenant on les connaît parce qu'effectivement, Antoine Doinel, on a vu on le voit après plein de fois, mais d'oser parfois, je sais pas, prendre des gens qu'on connaît pas, des nouvelles têtes et sortir des grosses. Moi après, je suis pas très grosse production, les trucs avec les explosions et tout, c'est un peu moins mon truc. Je suis un peu plus. J'adore justement dans les films où il y a de l'impro, où il y a des trucs que les acteurs ont donné sans s'en rendre compte. Ça me touche beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai repensé à une scène dans Les 400 coups là que j'avais un peu oubliée. C'est quand c'est juste tous les enfants qui regardent les marionnettes au Guignol. C'est vrai. Et tu vois juste, tu sens qu'il a dû leur montrer un vrai spectacle. Puis, Ouais, il rit vraiment. ouais, il y en a qui rient, il y en a qui pleurent, il y en a un qui mange son chewing-gum. Enfin, c'est trop marrant de voir leur réaction piquer comme ça au naturel. Et c'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est assez naturaliste. Je crois que ça me plaît beaucoup. Et du coup, je retrouve ça peut-être plutôt dans les films français ou alors peut-être que je connais pas les films d'auteurs Mais t'as raison, parce que américains. pour rebondir sur ce que tu dis, c'est quelque chose que faisait beaucoup Eric Rohmer, en prenant essentiellement des comédiens amateurs. Et c'est ce qui se ressent aussi beaucoup dans son cinéma, c'est qu'on a l'impression que ça joue mal. D'ailleurs, ça joue mal quand on regarde les films d'Eric Rohmer. Mais c'est tellement bien écrit et c'est tellement écrit à la virgule que finalement ça passe et il y a quelque chose il y a une sorte de petite magie qui prend, même si on sait que ça joue mal. Parce que c'est bien écrit, le résultat est bon. Voilà. Ouais. Alors que quand ça joue mal et que c'est très mal écrit, là, il n'y a aucune magie. Mais là, il y a de la magie parce que c'est bien écrit. Justement, je pense que c'est ça l'attachement que j'ai aussi au cinéma français, c'est le dialogue à fond, tu vois. C'est de se dire, tu sais, quand tu regardes tous les vieux Gabin, tous les dialogues d'Audiard et tout. Parce que toi, t'as une période Gabin il n'y a pas longtemps. Là. J'ai tout le temps une période Gabin. Ah, c'est bon ça. Mais j'adore. En fait, il y a un truc, je sais pas, alors, il y a un truc, j'ai l'impression que c'est un vieux mec de ma famille, je sais pas pourquoi. Mais je pense qu'il y a un rapport peut-être aux grands-parents, tu sais, leur façon de parler et je tout. Crois. Et il y a ce truc où quand tu regardes moi je suis très attaché aux paroles de chansons, aux dialogues, etc. Et c'est pas un truc que je peux. Enfin, évidemment, il y a des punchlines aux États-Unis, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on a quand même dans notre langue et on se dit, tu sais, quand tu regardes des dialogues d'Audiard, c'est tellement archi bien écrit et c'est tellement drôle. Tu vois, le rythme est fou et tout. Ouais, le rythme est fou, tu vois. Tu regardes Un singe en hiver, les tirades de Gabin et tout, t'es là, ok, je peux pas le retrouver ailleurs. Il y a plein d'acteurs de cette époque qui disaient que certains textes étaient tellement bien écrits que c'était comme de la musique, en fait. Ouais, à fond. C'est-à-dire que c'est un récital et ça sonne comme de la musique quand on balance les répliques, quoi. Il y a un cinéma que t'aimes, le cinéma français, c'est un cinéma que t'aimes plus qu'un autre, Aurélien, ou... Plus, je sais pas, mais ouais, un peu comme vous, je trouve que le côté dialogue, le côté rythme, le fait de pouvoir construire une histoire avec juste 2-3 personnages, moi, tu vois, souvent, je pense... en fait, je trouve qu'on a ce délire de filmer des pièces de théâtre, mais c'est cool. Genre, je sais pas, Cuisine et Dépendance, par exemple. Je regarde tout le temps ce film, je l'adore. Il y a pas grand-chose, en vrai. Il y a juste un personnage principal qu'on voit jamais. Il y a 2-3 idées comme ça. Mais je pense qu'il y a qu'en France, vraiment, ou peut-être parce que c'est en français, on comprend mieux, mais qu'on arrive à ressortir un film qui touche autant de gens, alors qu'à la base, c'est quand même une pièce de théâtre filmée, tu vois. Mais aux États-Unis, ça marche moins quand même. Ce que tu disais juste avant, là, que dans le top de plein de réalisateurs américains, il y a des films français. Ouais. La dernière fois, tu as posté une story du top ever de Scorsese. Et il y avait Intouchable. Spielberg. Spielberg. Ah oui, il y avait Intouchable. Et il y avait les 400 coups d'ailleurs. Dans son top ever. Mais c'est vrai que ça m'avait étonné. Il y a Aurélien qui a donc posté sur Insta ce classement, t'en parlais Guillaume. Et en plus, surtout que Intouchable arrive à une place assez haute. Ouais, genre alors ça, 6e, 7e. 6e. J'ai jamais compris si c'était, tu vois, il y avait des vrais. Tu sais, c'était pas genre 10 films qu'il a kiffé. Et que le journaliste, il a mis des numéros, tu vois, en disant il y en a 10, 1, 2, 3. C'est vrai que sinon, genre. Mais même le fait qu'il y soit tout court, c'est fou, quoi. Ah, puis il y a vraiment, tu sais, deux, Eric. Enfin, tu sais, genre, t'es là, genre, c'est un délire quand même, ça arrive vachement haut. Ouais, c'est pas être la traduction d'un autre film suédois qui s'appelle Intouchable. C'est vraiment celui qu'on connaît. J'ai eu plein de retours, ils disaient oui, c'est Les Incorruptibles de Gérald de Palma. Je fais non, gros, c'est pas du tout ça, c'est Intouchable, le film Intouchable français. Mais oui, je pense qu'ils ont un rapport au cinéma français qui est aussi différent de nous, je pense, l'histoire, la langue, justement, tout ça, à mon avis, ça change complètement, quoi. Alors, Pauline, toi, au niveau de ton parcours, donc comédie française, tu le disais tout à l'heure. Oui. Après, on t'a vu sur YouTube. Et maintenant, tu tournes pour le cinéma. Oui, aussi. C'est quoi la différence, alors, d'être maintenant comme ça, derrière les caméras, pour des films qui sortent au cinéma? Comment t'apprends ça? Il n'y a pas tellement de différence que sur YouTube, sauf que souvent... tu t'arrives puis tu connais pas trop les gens, il y a plus de budget, donc des fois ça m'impressionne quand je vois que
Qu'est-ce qui qu'elle a- t'impressionne par exemple? Bah, quand je vois qu'à la déco, on dit voilà, ça c'est ton appart, l'appart de ton personnage, et tu vois qu'il y a tous les éléments, qu'ils ont allé chercher les détails et tout, tu te dis, oh putain, des fois je me dis, oh putain, il faut que j'ai bien mon personnage en tête parce que eux, ils ont tout installé, tout est pensé, tout ça. Alors que ce que j'ai fait sur YouTube, souvent ça va très vite, c'est toujours dans le rush. On a le texte 3 jours avant. Comme c'est fait avec un budget minimum, tout ça. Ouais, on court partout, on se débrouille, on n'a pas un décor de la maison. On se dit bon bah alors on va prendre la chambre de je sais pas qui habite là. C'est plus à l'arrache, mais ça a son charme aussi. Et j'aime beaucoup les deux. Mais des fois YouTube c'est plus fatigant parce que c'est tellement plus bordélique que ouais c'est plus la course quoi. Tu joues aussi au théâtre. Oui. C'est quoi la différence entre préparer un rôle pour le théâtre et un rôle pour le cinéma? Bah, au théâtre, ce que j'aime bien, c'est que comme on rejoue la même pièce parfois 100 fois ou des fois juste 70 fois ou 50 fois, on a le temps de Bien maîtriser son personnage. ouais, voilà, de bien maîtriser, de se dire ah, attends, là je dois faire ce déplacement-là, moi je dois dire cette phrase, tu peux tout. T'as le temps de tout tenter, tout tester, de faire un petit temps à ce moment-là. Tu peux te dire, tiens, ce soir, je vais un peu changer, je vais tenter ça. Alors que quand tu fais une scène qui est filmée, bah, c'est vrai que t'as une après-midi ou une journée, tu l'as fait, puis après, elle est capturée, puis tu peux plus revenir dessus. Donc, une fois qu'elle est enregistrée, c'est dans la boîte, quoi. Donc, je trouve ça assez difficile et en même temps, c'est aussi chouette de se lancer dans le truc. Et puis, j'imagine que la pression n'est pas la même. On s'est rencontrés il n'y a pas longtemps à Cannes Oui. et on avait une discussion justement sur une pièce de théâtre dans laquelle tu jouais et je t'avais posé une question, il me semble, je t'avais demandé, en fait, la différence c'est que tu as la pression du trou de mémoire et ça t'est Ouais. déjà arrivé, tu m'avais déjà raconté cette histoire. En gros, c'était Oui. déjà arrivé d'avoir un trou de mémoire relou. Ah ouais, hyper relou, parce que c'était je raconte, la première d'un spectacle et on n'avait pas tout à fait trouvé la scène parce qu'en fait, on avait répété le spectacle. Moi, j'avais peut-être 2-3 scènes dans le spectacle. Et au fur et à mesure des répètes, le spectacle a évolué. Et du coup, la scène qu'on faisait avec mon partenaire, elle marchait plus trop. Elle marchait quand le spectacle était différent, mais là, le spectacle avait changé. Et du coup, le metteur en scène m'a dit, bah écoute, ce soir, tu rends tout plus concret, on va changer les choses, on reconcrétise tout. Tu te jettes dans la scène et voilà, il m'a dit, tu te jettes comme dans un toboggan. Puis je descendais d'un truc hyper haut, presque des lumières tout en haut, et je devais descendre un espèce d'échafaudage et tout ça. Donc je le descends en me disant, allez, je me jette dans la scène, je vais faire comme il m'a dit, je saute dans le toboggan, j'y vais. Et je devais dire, votre sexe aime moins que le nôtre, à mon partenaire. Et là, je dis, votre sexe aime plus. Et je me dis, c'est pas logique. Donc je me dis, je vais redire calmement. Donc je dis, votre sexe aime plus. Donc là, Je tu te dis reprends à non. ce moment-là? Ouais, je me Ah, c'est la reprends galère, en me là. disant, je crois que c'est pas logique. Et après, je redis votre sexe. Après, il y a un gros blanc. Je me Mais dis, là, est-ce que le public merde. sent que tu galères? Le public, il le sent Eh ou ben, tu le joues pour qu'il le sente pas? J'avais un copain dans la salle qui m'a dit, ah, j'ai senti un peu, mais pas tant que ça. Parce que pour nous, ça paraît énorme, mais pour le public, en fait, ça passe assez vite. Mais quand même, répéter 3 fois votre sexe, c'était quand même un peu spécial. Et en plus, j'avais un voile sur la tête, parce qu'au début, le personnage est voilé, après, il retire son voile. Donc, j'avais un espèce de voile sur la tête. Je regardais mon partenaire, qui est un type qui s'est super bien escaladé, Julien Frison, il s'appelait, qui était en haut de l'échafaudage. Et après, j'ai fait un gros blanc. Et il a tout de suite enchaîné sur la réplique d'après qui était pas du tout logique, genre non, ne me parlez pas de ça. Donc, ça faisait direct une saute. Et c'est vrai que c'était paniquant. Et toutes les fois d'après où j'ai refait la scène, j'ai toujours eu une appréhension qui est restée, comme si dans le corps elle était restée. Je savais que je connaissais mon texte et que juste j'avais bugué et que j'avais été trop stressée. Mais toujours pendant cette scène, je me disais merde, ça va me réchapper, je vais dire une connerie, tout ça. Donc je me refaisais le texte en boucle. Plus que pour d'autres spectacles où des fois j'aime bien ne pas me faire du tout le texte, parce qu'une fois qu'on le sait, on le sait, mais une fois qu'on doute de le savoir, là on commence à rentrer dans un cercle. Ouais. Est-ce que du coup, les répliques d'après, tu les avais? C'est-à-dire que t'as eu un trou, il a repris la réplique et la réplique d'après, t'étais dedans? Après c'était bon, on a continué bizarre. comme si rien Ouais, c'est n'était, bizarre. mais pendant toute la suite, même si tout se passait bien sur la suite, Ouais, je t'étais- restais choquée de l'événement, j'étais un peu en train de dire la suite en me disant oh putain, qu'est-ce qui s'est passé? Oh putain, et en Ouais, train en de plus, peut-être rester. qu'une peur peut naître en mode putain, si ça m'arrive encore un trou, non? Je sais pas. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais, après, quand on a refait la scène,
Moi, je serais du genre à avoir plus plein simple qu'avant. Ça existe plus, les souffleurs au théâtre. Ouais, ce que je me demandais. Ah, il y a ça, il y a des souffleurs ou pas Bah, il y a nous, dans la petite, salle, dans la plus c'est grande drôle, ça. salle, la salle Richelieu, il y a toujours l'assistante du metteur en scène qui est là et qui regarde si tout va bien, s'il n'y a pas un problème, s'il n'y a pas quelqu'un qui... Parce que des fois, on est 14 sur scène, s'il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas rentré sur scène, quelqu'un qui se blesse, enfin, elle s'occupe de tout. Et des fois, elle peut nous souffler, mais en fait, les fois où j'ai eu des trous, j'ai oublié sa présence. Et puis, elle est quand même sur un côté. Mais il y a eu déjà des acteurs qui ont eu la présence d'esprit de s'arrêter, d'aller en coulisses la voir, de se faire souffler le texte et de revenir et de reprendre. Mais moi, les fois où j'ai eu des trous, j'ai... Mais il y a personne qui a oublié. soufflé pour toi? Mais je crois qu'elle m'a soufflé, mais moi j'étais sous mon voile en train de regarder l'échafaudage, en train de me dire putain, je viens de dire 3 fois votre sexe, donc j'étais. En fait, je l'ai pas C'est entendu. C'est un souffleur de verre Ouais. qui t'a engagé par vous. Il n'a pas du tout le même boulot. Alors j'ai un petit jeu pour vous parce que c'est François Truffaut qui a réalisé ce film. Du coup, le quiz est très simple. Je vais vous poser des questions et vous allez me dire si il s'agit de François Truffaut, le réalisateur, Ou Truffaut. ou Truffaut, la les jardiniers. Ah. Truffaut, la jardinerie. Donc, Qui sort en premier quand tu tapes sur là là Google. là là. on est tous déjà allés chez Truffaut. François, il est Bien plus. sûr. Donc, il va falloir me le dire. Au début de sa carrière, il anime une émission de radio. Il faut savoir que Truffaut, ça vient d'un type qui s'appelle Truffaut ou Truffaut la jardinerie. Oui, bien sûr. Ah, ok, donc c'est un. Au début de sa carrière, il anime une émission de radio. François Truffaut ou Truffaut le jardinier? Truffaut le jardinier. C'est Truffaut le jardinier qui Ouais. anime une émission de radio, Ah ouais apparemment. Sérieux Pauline, François Truffaut ou. Oh, c'est dur. François Truffaut qui était critique au cahier du cinéma, c'est très plausible, je vous dis ça. mais justement, animateur justement, radio. le piège est trop gros. À quoi Le piège est trop gros. Pauline. Oh, merde, je suis un peu perdue. François Truffaut ou François Votre ou Truffaut le jardinier? Je vais dire Truffaut le réalisateur, mais je suis pas Ah, sûre. oui, il aurait une émission de ciné, ça paraît logique. C'est Aurélien. bizarre que tu dises ça, Mais que oui, tu vois. t'insistes. Bah, C'est quoi. ça qui me fait met le doute. Moi, Aurélien. je dis Truffaut le jardinier. Eh bien, c'est Truffaut le jardinier, Ah, effectivement, ouais. qui avait une émission de radio qui s'appelait Les Conseils Jardins, émission dédiée au jardinage. Voilà, c'était Truffaut le jardinier. C'était l'antinémésis de Nicolas le jardinier. C'était sur quelle radio? Parce que. Ah, ça, je n'ai pas l'info. Je suis pas journaliste comme toi, du coup, j'ai pas. j'ai pas. Durant sa jeunesse, Truffaut le réalisateur ou Truffaut le jardinier? Durant sa jeunesse, il crée un laboratoire où il étudie la stérilisation partielle de la flore microbienne ainsi que les effets de la radioactivité sur la végétation. Truffaut le réalisateur ou Truffaut le jardinier? Intéressant, j'ai envie de dire Truffaut le réalisateur, je prends des risques. Oh, Bah, quand même, il y a Bah, ça végétation. dans ressemble le truc. tellement à Truffaut le fleuriste qu'on se dit qu'il Le nous fleuriste. piège forcément. Donc moi aussi, je vais dire Truffaut le le réalisateur. ok, Aurélien. Moi, je dis le fleuriste, là, quand même. Mais bien sûr que c'est le jardinier. Bah, Ah merde. Mais oui, attendez. Il a La la microbiologie, de la non, mais- radioactivité sur la végétation, il n'a pas que ça à foutre. Ouais, mais en fait, c'est ton ton là. Non, mais il réalise des films, il n'a pas que ça à foutre, François Truffaut, de quoi vous parlez? Il possède la végétation. Légion d'honneur. Ah bah Truffaut. Ouais, Il François. faut venir François. François Truffaut, le réalisateur. Ok. Ouais. Ah, il l'a, en tout cas. François Truffaut, le Pareil. réalisateur. Est-ce qu'il peut l'avoir tous les Aurélien deux? François, Tous les deux ou pas Tous les deux fonctionnent aussi. Ah bah tous les deux Ah, peut-être. Non, Truffaut, non, Non, Truffaut, Truffaut, François. Ouais, François non. Truffaut Ouais. Eh bien non, François Truffaut n'a pas la Légion d'honneur, c'est bien Truffaut le jardinier qui la possède. Allez. Truffaut le jardinier possède la D'ailleurs, Légion il y en a d'honneur. un dont super on dit le dur. prénom et un dont on dit juste la fonction. Truffaut Ouais. le jardinier, C'est il a Truffaut, pas il de. s'appelle Georges Truffaut. Georges Ah, Truffaut, Georges voilà. Ouais, voilà, mais c'est Truffaut le jardinier, il a créé une jardinerie. La Légion d'honneur, Georges Truffaut le jardinier. Eh bien oui, il a la Légion d'honneur et François Truffaut ne l'a pas. Voilà. Attends, Ouais, c'est quand même incroyable. Bravo. Charlotte Bravo, la Gainsbourg France. lui a déjà rendu visite chez lui. Ah, bah là, je pense que c'est Truffaut le jardinier. Truffaut, François François Truffaut, ok, Ah, bah Pauline. oui. Ah, attends. C'est peut-être les deux, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, il n'y a pas les deux, ça choix, c'est l'un ou l'autre. À quel moment elle irait voir Georges Truffaut pour faire quoi? Après, Moi, je dis Truffaut le Truffaut jardinier. le jardinier, Aurélien? Truffaut, il est mort assez tôt, quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais elle est allée avec Serge. Ah, toute peut-être. petite. Eh bien, c'était Truffaut le jardinier parce que Charlotte Gainsbourg est allée acheter des plantes chez Truffaut en 2016. Ah, mais c'était pas chez Ah. lui. Oui, mais c'est les magasins Ah, Truffaut, lui, quoi. là, Ah oui, bah, elle allait dans les magasins Truffaut. Non. Acheter des plantes en 2016. Il y a les photos sur Google. Non. Elle n'est pas allée chez François Truffaut, mais C'est bien chez chez lui, c'est Truffaut. chez lui. C'est vrai que La c'est chez lui. jardinerie. Et enfin, la dernière question, C'est un des pires quiz qu'on ait jamais fait ici. Ah, franchement. c'est le quiz Truffaut que Ah, il j'ai. est bien, hein. Et enfin, dernière question, il possède un aquarium avec un petit reptile dedans. Truffaut. François Truffaut?
Non, ouais, pour ça, Truffaut, oui. Il a dit non, mais genre Ouais, faut aller, c'est non. Genre C'est Truffaut. Truffaut les jardiniers, on peut trouver des reptiles là-bas dans des cages et tout. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune réponse pour François Il n'y a Truffaut. aucune réponse pour François Truffaut, Oh c'était le là piège de ce quiz. Ah. C'était que Truffaut le jardinier. C'est la pour ça bio, que c'était la bio de dur, Truffaut le Et jardinier. le pire, c'est que c'est même pas une OP en plus. Georges Truffaut. Là, c'était le quiz Truffaut. Qu'est-ce que je vous dis Qui a gagné? Oui, qui a gagné Personne, je crois. pas trop. Personne. Mais personne n'a envie de Georges, remporter je le pense. quiz Truffaut. En même temps. Personne n'a envie d'être gagnant de ça. En gros, sur ma feuille, j'ai mis conneries enfance, les 400 coups. Et j'en parlais avec Guillaume hier. On était à une avant-première et je me suis dit, pour le podcast, demain, j'aimerais bien qu'on parle de grosses conneries qu'on a fait pendant notre enfance ou notre adolescence, parce que c'est un peu le thème du film. Du coup, je vais me tourner vers Pauline. Est-ce que tu as le souvenir d'une connerie ou d'une énorme bêtise que tu as pu faire dans ton enfance ou ton adolescence? Si tu réfléchis, je peux déjà demander à Guillaume. Alors, Comme ça, tu réfléchis à une. j'y ai repensé, mais je crois que je l'ai déjà raconté, celle dont on parlait Ah, hier. tu l'as déjà raconté? Je crois, dans le podcast, il me Ah semble. ouais. Donne-moi un mot-clé, je veux te dire. Non, mais j'ai très envie que tu la racontes à nouveau. Je raconte quand même Ouais, vas-y. Allez, bah c'était pas. C'est pas fameux, hein. Il va pas ressortir glorieux. Je tiens à vous le dire. C'était pas une bêtise, c'était plutôt une blague à une personne qui était dans ma classe, qui était un peu toujours au premier rang, une petite, bon, un peu, voilà quoi, comment on dit, une victime quoi, comment on dit Non, quoi, un bon, mec ouais. bien. Un Bah non, un mec mec bien, bien, qui était voilà. Mais qui est devenu un mec très bien, mais à la base, bon, c'était un mec un peu, voilà. Et il y avait une fille dans cette classe qui était qui avait grandi plus vite que les autres, c'est-à-dire qui était vraiment plantureuse, voilà, qui était très jolie. Vous êtes plantureux à 12 ans. Ouais, mais tu vois, en fait, c'est pour vous dire, elle avait, tu sais, un t-shirt avec écrit Don't Touch. Ah tu vois oui, ce que je veux d'accord, dire oui, je tu vois, connais ce ce genre de- t-shirt, bon, oui, bref, bien sûr. ouais, on s'est compris. Et du coup, elle était vraiment mignonne, tu vois. Et elle était dans les cools de la classe. Et lui, pas du tout. Et moi, un peu au milieu, un peu le marrant, tu vois. Et du coup, pendant un cours, j'ai recopié, j'ai écrit une lettre à cette meuf en recopiant l'écriture de ce mec. Du coup, j'ai écrit en pâte de mouche et j'ai signé Julien, une belle lettre d'amour. Et après, j'ai dit à Julien, avec qui j'ai dit que c'était Julien. Bon, bref. Et avec qui on n'était pas du tout potes. Je dis, ouais, Julien, je suis désolé de te dire ça, faut que tu m'aides et tout. Parce que tu sais, je faisais souvent des crasses, tu vois. Il était là, non. Et je dis, faut que tu m'aides, il faut que tu donnes cette lettre. Parce que si elle me voit la donner, elle saura que c'est moi. Enfin, je suis trop timide, je peux pas y aller. Je suis fou amoureux d'elle et tout. Faut que tu m'aides et tout. Et tu vois, oh là là, oui, bon, d'accord. Et du coup, il est allé la donner la lettre. Et effectivement, elle était avec son groupe de meufs cool. Et elle a fait, ouais, Julien il m'a écrit une lettre. Et tout le monde était là. Et tu vois, mais non, c'est pas moi. C'est horrible, je m'en veux. Et du coup, je me suis barré parce que je ne mangeais pas à la cantine. J'étais là, salut. C'était ma petite gloire de la journée. Il était méga vénère et personne dessus. C'est une grosse bêtise, ça, Non, Guillaume. ça se fait pas. Ça se fait pas, je m'en veux, pardon. Oui, ça se fait pas. Tu peux faire quand même tes excuses publiques aujourd'hui dans le podcast. Je voudrais m'excuser auprès de Julien. Pardon, Julien. Si t'écoutes ce podcast, je pense pas. Mais pardon. C'est Ils une auraient pu bêtise. tomber amoureux, peut-être. Non. Ah, mais Non. par contre, ça aurait été la belle histoire, par contre. Ah ouais. Ouais, La belle ça histoire, aurait si été- j'avais arrangé ça. Si j'avais arrangé ça. Bah, là, t'aurais été le histoire héros. de fou. T'aurais Par été contre, jaloux, du coup. Non. T'aurais été le héros, par contre. Ah oui, si je reviens de la cantine et qu'ils sont ensemble. Ah bah, dis donc. Bon, c'est une petite bêtise, quoi. Bah, tu sais, C'est moi, mignon. j'avais une Mais petite. par contre. Parce que là, moi j'ai fait un truc gentil, mais écoutez ce Bah, qui va c'est rien gentil. En aucun cas, c'est gentil. En aucun cas, Écoutez c'est ce qui va gentil, ce que suivre. t'as fait. Écoutez ce qui va suivre. C'est Ah ouais, terrible. Parce que j'ai fait un truc un peu similaire à la blague de Guillaume. C'est Oh que. non. Si. Beaucoup. Non. Non, mais ça se passe en cinquième. Déjà en cinquième, on est un peu idiot. On est idiot en cinquième ou pas? On est un peu Oui. idiot. Ah Oui, ouais. voilà, on est un peu C'est idiot. l'âge bête, hein. Et il y avait une fille dans ma classe, je vais pas nommer, qui était pas très jolie. Voilà. Et un jour, je marche dans la rue je marche dans la cour de récré avec un pote, et je vois une carte d'identité de cette meuf par terre. Et donc, je la prends, et en fait, dans l'heure de cours qui Non, suit. une photo d'identité. Oui, pas une carte d'identité, une photo d'identité, pardon. Un petit carré photo d'identité. Et dans le cours qui suit, j'ai un pote de l'époque qui s'appelle Mehdi qui est devant moi. Et en fait, je prends son portefeuille qui est dans son manteau et je mets la photo de la meuf dans le portefeuille derrière un truc un peu transparent. Le cours se termine et après on est dans la cour de récré avec tout le monde. Et là je dis à Mehdi, fais voir ton portefeuille, il a l'air vraiment cool. Et il sort son portefeuille et là je fais, vas-y, ouvre-le. Et là il y a la photo de la meuf. Et donc tous les mecs étaient là genre, il sort, c'est sa meuf et tout machin et tout. Et toute l'année tout le monde a cru que c'était sa meuf. Et voilà quoi, c'est la blague, j'en suis pas fier et je tiens à Bah, m'excuser. c'est honteux en fait. Bah oui, bah c'est honteux comme toi, qu'est-ce que je te dis? Non, moi ça aurait pu bien se finir. C'est une bêtise. Ils auraient pu sortir ensemble aussi. Effectivement, ils auraient pu Il aurait sortir pu avoir une ensemble. révélation Et avec ça, cette photo. et ça aurait pu être la belle histoire. C'est pour ça voilà. qu'on faisait ça à la base.
En fait, on a raconté ces deux histoires pour que tu te lâches, Pauline, et que tu t'aies aucun scrupule à raconter une bêtise que t'as pu faire quand t'étais ado ou enfant. Mais j'ai dû faire des trucs un peu méchants, mais j'ai pas le. Mais pas forcément méchant, mais des J'ai pas conneries. en tête là. Des petites crasses. Après, je me souviens que je cherchais à faire surtout en 5e. Effectivement, l'année de la 5e, c'est une année très très bonne pour les conneries. Je cherchais à faire tout ce que je pouvais. S'il y avait une connerie à faire, j'essayais Déjà, tu toujours de la voulais faire. fuguer, c'est ce qu'on a appris au début du podcast. Ah ouais, Tu rêvais de fuguer. Ah ouais, je rêvais de fuguer. Bah, je me souviens d'ailleurs, il y a une scène un peu comme dans le film, parce que dans le film, à un moment, il y a un copain du garçon, d'Antoine, qui arrive et qui dit oui, je voulais savoir s'il allait bien parce qu'il n'est pas allé à l'école aujourd'hui. Et je me souviens que j'avais un pote qui avait appelé chez moi pour demander si j'allais mieux parce que j'avais été malade la veille. Alors qu'en fait, la veille, c'était un copain de ma classe qui m'avait dit ouais, je dois être bien habillée, j'ai un événement, tu voudrais pas qu'on aille essayer des costards au bon marché. Et genre, on était ridicules parce qu'on avait, je sais pas, 13 ans. Et on rentrait genre chez Sandro dans les boutiques comme ça pour dire bonjour, on vient pour essayer des costards et des tailleurs. Et c'était le truc débile parce que je pense qu'ils voyaient bien qu'on n'allait jamais les acheter. Et on essayait ça et j'avais séché l'école. Mais je me souviens que aujourd'hui, c'est pas une grosse bêtise, mais sur le coup, quand tu vas pas à l'école, c'est un truc qui te saisit au ventre, quoi. Tu te dis, oh putain, je suis pas allée à l'école et tout ça. Et je me souviens après, en cours de. Ça, c'était plutôt. Une idée con, un peu dégueulasse. En cours de soutien, on avait ouvert un pot de Nutella qu'on se faisait tous passer par terre. On avait plongé une règle dedans et chacun se le passait et mangeait le. Ah, relou de faire ça. La règle. Et donc, vous mélangez. Attends, mais c'est-à-dire que tout Pas le du monde. tout Covid. C'est un Pas peu du tout. radeau, non, pas du tout. Mais c'est bizarre que les gens aient fait ça parce que je me souviens moi d'une époque où quand on se passait une bouteille, on nettoyait. Tu sais, c'est l'ancienne de faire ça. Tu fais plus ça quand t'es adulte, mais tu sais, tu nettoies le bouchon avec ta main, le goulot. Ouais. Tu nettoies le C'est goulot encore avec plus ta main. sale en fait. Oui, c'est vrai que Tu c'est encore. nettoies avec ta vieille main. Attends, mais donc c'est-à-dire que tout le monde mettait sa bouche dans la règle pour manger le Nutella et vous. Oui. Et Ah, on mais c'est était dégueu. contents. Et on Ok. faisait que des trucs nuls où on n'allait pas au soutien. Et du coup, pour faire rire ceux qui étaient au cours de soutien, alors qu'on devait y être aussi, on changeait de manteau et on passait en courant devant la fenêtre, mais 10 fois de suite, ce qui était ridicule, parce qu'on passait avec un manteau brillant en courant, après on passait avec une chemise. Après, c'était vraiment les bêtises qu'on essayait de faire, mais Prends qui exemple étaient ces nulles. bêtises, Guillaume, qui sont Ouais. plus sympas que les tiennes. Non, moi je faisais des bêtises tranquilles. Non, mais en vrai, c'était des trucs nuls, genre prête-moi ta trousse, puis je la lançais dans le fond de la classe. Ce genre de truc. Les mecs, c'était, ah Moi, je me souviens, j'avais justement dans ce collège catholique à Paris, à Gare de l'Est, j'avais séché un midi avec, Non. début d'après-midi. Ouais, non, mais j'avais séché avec des potes et on était allé au McDo de Gare de l'Est à côté. On était tranquille en train de manger notre Big Mac comme ça, il devait être 14h40. Et là, d'un coup, je vois le principal du collège qui arrive furax vers nous. Et là, ça fout la pression quand t'as 16 ans, 17 ans, t'es en pression. Et du coup, je me rappelle, il avait mis un mot dans mon carnet, et ce mot, je l'ai encore aujourd'hui, il est culte. Il y a marqué Jean-Baptiste sèche les cours, préférant aller manger au McDonald's. C'est juste ça le mot. Bon, bah. Ouais, bah, voilà. Signé par les Tu l'as parents. raison, non Ouais, voilà, c'est signé par les parents. Est-ce que vous avez déjà volé des trucs? Non. Vous avez jamais volé ici? Non. Bon, allez là. Ah, moi, oui. Ah, tiens, bah voilà, enfin, Ouais, ça me enfin quelqu'un qui se Ça me lâche. donne pas ça. T'as volé des trucs apparemment, Pauline? Ouais, moi j'ai eu une grande période, mais assez tard. Une période, comment on appelle ça Kleptomanie Kleptomanie, mais que dans les boutiques. Alors je faisais éthique. J'allais pas dans les boutiques artisanales, ni dans les petites boutiques tenues Quelqu'un a par. vu mes AirPods? Je sais pas où je les ai. Je retrouve Non, pas je depuis tout à l'heure. piquais pas à des gens, pas dans des petites boutiques, mais par contre tout ce qui était H&M, Claire's, tous les gros trucs. Et j'avais eu toute une période où c'était un peu une histoire d'adrénaline. J'allais dans les boutiques, je mettais des trucs dans mes manches, dans mon sac et tout. Et je repartais. Et après, j'offrais les trucs à mes copines. On avait été là, alors j'étais là cette semaine. Et même, j'avais un copain qui m'avait aidé pour passer les Oui, en fait, concours t'es une d'école. professionnelle en fait. Ah ouais, j'avais volé plein de trucs. Il y avait C'est des la polos, Winona des Ryder pulls. française. Mais à partir du jour où je me suis fait prendre, j'ai plus osé y retourner parce que j'ai trouvé que j'avais perdu mon innocence. Parce qu'avant, je passais devant le vigile et je disais au revoir. Je sentais que j'étais dans un truc très. Quelle avait été ton erreur pour se faire prendre? Eh je sais pas. J'avais senti qu'il y avait un type qui. La caméra Ouais. surveillance. J'avais senti qu'il y avait un type qui rôdait au lieu de me dire c'est le vigile, il m'a vu, je devrais abandonner mes trucs. J'ai persisté. Mais donc du coup, il m'avait mis en garde à vue. Il m'avait fait passer avec genre le poignet tenu. Il m'avait mis en garde à vue. Oh là là. Après, il m'avait dit qu'il allait attendre les flics. Donc j'avais simulé le malaise en disant que il me fallait de l'eau, que j'allais tomber dans les pommes et tout. Ça marchait pas très bien. Et ils m'ont fait mariner. La comédie française, pourtant. Ouais, j'ai un peu joué le jeu, tu vois. Et après, à la fin, ils m'ont relâché et j'ai dit est-ce que je pourrais quand même acheter la robe parce qu'elle me plaisait.
Et il a dit, bon, alors vous allez aller à la caisse. Et après, j'ai dit, c'est pas ma taille, je voudrais une autre taille. Et il m'a quand même donné la robe en autre mais taille. elle est relou, putain. Elle est relou de ouf. Du coup, t'as passé ton mercredi après-midi là-bas. Bon. Bah ouais, et puis en plus, j'étais emmerdée parce que là-bas, on te prend ton téléphone et t'es genre, je peux plus joindre personne. Tu te sens complètement coincé. Mais après, j'avais perdu mon innocence alors que j'avais un certain bagou. Je commençais à voler de plus en plus. C'est génial ce témoignage. Je commençais à voler Un canapé chez Conforama. Bon. Ouais, je commençais à faire des progrès, des trucs de plus en plus gros, des. Ouais. Des tableaux de maître. Moi, mais c'est marrant parce que mon anecdote va te plaire. J'ai volé une fois dans ma vie. C'était chez Stadium. Je devais avoir 19-20 ans. Et j'étais avec un pote. Et à l'époque, il y avait une marque qui fonctionnait bien qui s'appelait Homecore. Je sais pas si ça vous parle. Ouais. Et Homecore, ça coûtait hyper cher. Et je vais chez Stadium. Et en fait, je vois une veste, un peu une veste habillée, mais en tissu, genre casual chic. On peut appeler ça comme ça? Casual chic. Casual chic. Et donc, Homecore, très simple et tout, très cool. Et je regarde le prix, elle est à 300 €, la veste. Je me dis, bon, bah, j'ai bien évidemment pas les moyens pour acheter cette veste. Et en fait, je vois qu'il n'y a pas le bip. Tu sais, toi, tu t'y connais, Pauline, en vol. Ah ouais, faut tâter, ouais. Tu sais, le truc en plastique, là, Ouais. recto verso, tu vois. Et je vois qu'il n'y est pas sur celle-là. Et ce jour-là, j'avais un gros trench. Et en fait, je me dis, allez, je la tente. Je vais dans la cabine d'essayage. J'avais jamais volé de ma vie. Et c'est mon pote qui me chauffe, qui me fait, vas-y, vole là et tout. Je sais pas, adrénaline. Tu connais cette adrénaline, toi? Ouais. Et donc, je vais dans la cabine d'essayage et je mets la veste en dessous mon trench. Et je me rappellerai toute ma vie de ce moment où je passe le portique de Stadium. Il y avait 2 gros gardes du corps qui étaient là à côté et tout. Et je me dis, ça va sonner parce qu'il n'y a pas le truc en plastique, mais il peut peut-être y avoir, tu sais, une sorte Je vois dans d'étiquette à l'étiquette, l'intérieur. oui, avec le code barre. Et je me dis, je vais sonner et tout, je vais me faire défoncer et tout. Et donc, j'y vais et ça ne sonne pas. Après, on s'est regardé avec mon pote, on a commencé à courir dans la rue d'à côté. Et quand j'ai couru, il y avait une adrénaline. C'était fou, quoi. Et du coup, cette veste, je l'ai tellement mise que après. quand tu fais ça, tu penses que ton visage il est normal alors que pas du tout. Ouais, ça jouait. Ouais, c'est clair. Par contre, moi, ça jouait très, très, très mal quand je suis sorti. Et c'est la seule fois où j'ai volé. Et cette veste, je l'ai tellement mise après. Et puis. T'en étais fier. J'en étais fier. tu Et la puis, mets plus. le monde n'a pas Casual évolué. chic, c'est fini? C'est fini, casual chic. Moi, je m'étais fait défendre une fois par une copine parce que j'avais une copine un peu nerveuse qui s'énervait vite. Et on était à Londres et moi j'avais volé. Elle m'avait dit, il me plaît ce collier, mais je peux pas me l'acheter, il est trop cher. Donc je l'avais mis dans ma manche. Putain, mais t'es une professionnelle. Et ouais, je l'avais mis. Et tout d'un coup, elle me dit, putain, mais pourquoi ils nous suivent, Vigile? Il est chiant, ça va pas, ils nous suivent comme ça, là, les hommes, je sais pas quoi. Et moi, je dis rien. Après, elle me dit, Pauline, me dis pas que tu m'as fait ça. Et je dis rien. Et grâce au fait qu'elle soit énervée, le type s'est dit, qu'est-ce qu'elle a, la copine. Et il avait un peu reculé, on avait pu sortir. Ah, mais donc, elle t'a sauvé alors. Ouais, grâce au fait qu'elle m'a dit, c'est pas possible, on est suivis, ils sont malades. Et moi, je disais rien. J'étais là. Et donc là, c'est fini le vol aujourd'hui, c'est terminé. Ah, du jour où je me suis C'est fait prendre. l'exclusivité que tu nous livres aujourd'hui, le vol, ouais, c'est terminé. C'est fini. Non, j'ai perdu mon innocence, je peux plus y arriver comme avant. Je vais appeler ce podcast Pauline Clément de petits points, le vol, c'est terminé pour moi. Alors, Guillaume, plus tôt dans le podcast, Aurélien nous racontait l'aventure de Truffaut sur Rencontre du troisième type. Mais Truffaut n'est pas le seul réalisateur français à s'être exporté aux États-Unis. Il y en a eu d'autres avant et après lui. Et en effet, ils sont nombreux à avoir tenté une carrière outre-Atlantique avec plus ou moins de succès, à commencer par Jacques Tourneur dans les années 40, né à Paris 12e et qui part aux États-Unis dès l'âge de 10 ans pour suivre son père Maurice Tourneur, lui aussi metteur en scène mais dans le cinéma muet de l'époque. Ils vont revenir en France en 1925 et Jacques va repartir tout seul à Hollywood après avoir réalisé 4 films en France. Là-bas, il s'illustre dans le cinéma fantastique, notamment avec un film dont on avait déjà parlé ici, dans une chronique, à savoir La Féline, qui sort en 1942, film dans lequel il invente l'effet bus, dont on avait encore parlé ici. On va anglifier son nom en Jack Turner, et il va réaliser là-bas... Ouais, Génial. Jack Turner. En fait, c'est Jack Jacques Turner. Tourneur. Et il va réaliser là-bas une trentaine de longs métrages, comme La Griffe du passé en 1947, avec non moins que Robert Mitchum et Kirk Douglas, et même travaillé pour la télé en réalisant un épisode de Bonanza et un épisode de Twilight Zone. Pas mal. Pas pour lui. Avant de Je finir savais sa pas vie, qu'un Français avait fait un épisode de Twilight Zone, c'est cool. bah, c'est Jack Turner. Jack Turner. Avant de finir sa vie en Dordogne, la question étant, est-ce que nous ne serions pas tout bonnement face à un crack? Eh oui, Bah oui, c'est c'est possible. On enchaîne avec un autre grand réalisateur en la personne de Louis Malle, qui a traversé aux États-Unis, qui a travaillé aux États-Unis, non par goût, mais pour fuir la polémique. Louis Malle, qui commence sa carrière en France avec le documentaire Le Monde du Silence en 1955, qui suit le bateau du commandant Cousteau et qui remporte la Palme d'Or en 56. Il enchaînera ensuite les succès, notamment avec son premier long métrage Ascenseur pour l'échafaud avec Jeanne Moreau en 1957. Et je rappelle qu'en 1957, quand il a fait ce film, il avait 25 ans. Ça rend
très modeste. Bah, Truffaut, les 400 coups, 27 ans. Ouais, c'est ça. Ah, c'est fou. Avec une BO culte de Miles Davis qu'on connaît. Il enchaîne avec Les Amants et Zazie dans le métro. Mais c'est dans les années 70 qu'il va connaître la polémique avec 2 films. Le Souffle au cœur en 1971. Est-ce que vous avez vu ce film ? Non. Film sur une relation incestueuse entre une mère et son fils. Et Lacombe Lucien, 3 ans plus tard. Oui. Ah ouais. Histoire d'un homme qui entre dans la collaboration après avoir été dans la résistance, considéré comme un chef-d'œuvre pour certains et un affront à la mémoire des résistants pour d'autres. Il n'en fallait pas plus à Louis Malle pour dire bye-bye aux polémiques et partir aux États-Unis. Bye-bye aux polémiques, pas vraiment, puisque son premier film américain met en scène Brooke Shields, toute jeune, et traitera de la prostitution enfantine à la Nouvelle-Orléans. Ouais. Donc, vous l'avez vu ce film aussi ? C'est Atlantic City, non ? Non. Non, Atlantic City, c'est son deuxième, non ? Non. Ouais, ça, je le coupe en montage. Après, en gros, il choisit toujours les sujets un peu polémiques. Ensuite, il réalisera 7 films là-bas, notamment un film qu'on aime tous ici, My Dinner with André. Est-ce que tu as vu ce film ? Non. Ben voilà. Vole-le à la Fnac. mais aussi Atlantic City avec Burt Lancaster et Suzanne Sarandon et avec ça. Mais j'ai dit Atlantic City, justement. Ben oui. Mais Ouais. c'est pas son deuxième film. Je pensais que c'était son deuxième film américain. Ah oui, parce que ce sera coupé, du coup, personne ne va comprendre. Ah, mais du coup, je vais peut-être le laisser, je sais pas, j'ai dit. On a galère. La question étant, sommes-nous face à un crack ? Bah oui, on dirait bien. Voulez-vous un autre crack qui a fait carrière aux États-Unis ? Évidemment, Michel Gondry. Michel Gondry qui a commencé sa carrière en tant que musicien pour son groupe Oui Oui, pour lequel il va se mettre à faire des clips. Clip dont un sera diffusé sur MTV, à savoir La Ville, et qui va tomber sous le regard de la jeune Björk, qui va lui demander de réaliser son prochain clip. S'ensuit alors une collaboration fructueuse et un méga tremplin pour Michel Gondry, qui devient le réalisateur de clips en vogue. J'ai d'ailleurs vu dans mes recherches un clip dont on ne doit pas lui parler souvent, en tout cas moins que Around the World des Daft Punk, à savoir Do l'enfant d'eau de Jean-Luc Lahaye en 1988. Et oui, celui-là on lui en parle pas trop. Il fera alors son premier long métrage aux États-Unis en 2001 avec Human Nature, avec Patricia Arquette et Tim Robbins, sur un scénario de Charlie Kaufman, film qui devait être réalisé par un autre réalisateur de clips, j'ai nommé Spike Jonze, mais qui préférera le produire et filer le plan à Michel Gondry. Mais c'est malheureusement un échec au box-office, contrairement à son deuxième long métrage avec Jim Carrey et Kate Winslet en 2004, un film qu'on adore, Eternal Sunshine of a Spotless Mind, Oscar du meilleur scénario original et consécration pour Michel Gondry. Il refera ensuite 3 autres films purement américains, Be Kind Rewind en 2008, The Green Hornet que j'ai pas vu. Est-ce que vous l'avez vu ? Ouais, j'ai vu, moi. Pas trop aimé, moi. C'est avec Seth Rogen ? Ouais. C'est avec Seth Rogen et il explique que Seth Rogen il a produit, il joue dedans, etc. Et que du coup Gondry il avait aucune marge de manœuvre et qu'il a pas trop aimé le faire. On sent pas trop la patte Gondry dans ce film. Ouais, il était un peu en galère. Et The We and the I en 2012, ça non plus je l'ai pas vu. C'est très Ça cool, se c'est passe dans dans un un bus. Ouais. Ah bah. Et c'est avec que des Super jeunes film. du Bronx Qui rentrent de l'école. et qui sont pas du tout acteurs. Ouais, c'est un super film. dans ça. une école. Mais difficile d'évoquer le succès francophone outre-Atlantique sans parler de Luc Besson, bien sûr, réalisateur à succès en France avec Le Dernier Combat, Le Grand Bleu, qui a eu par ailleurs un gros succès mondial, Subway, mais c'est avec Nikita et surtout Léon qu'il explose à l'international en 1994. S'ensuit une série de succès qu'on connaît tous, Le Cinquième Élément ou encore Valérian. Ah non, attends, Le Cinquième Élément, ben non, attends, j'ai sauté une ligne. Le Cinquième Élément en 97, mais aussi la série de films Arthur et les Minimoys, Lucie ou encore Valérian en 2017, qui est un peu moins bien. Cinquième Élément, qui était le film français avec le plus gros succès commercial aux États-Unis, détrôné en 2008 par un autre film réalisé par un Français, à savoir. Et vous l'avez pas. 2008, réalisé par un Français aux États-Unis. Attends, le Cinquième Élément était le film français avec le plus gros succès commercial aux États-Unis, mais en 2008, il a été détrôné par un autre film réalisé par un Français. Aux États-Unis. Bah, Intouchable. Non, un film américain et réalisé par un Français. Luc Besson encore Non, Américain, Le Choc des Titans. C'est pas Taken ? Taken, bien joué, bravo. Taken de François Morel est aussi produit par Luc Besson qui gagne à tous les coups. Il suffit de regarder le classement des films français qui ont fait le plus gros score au box-office mondial pour comprendre. Enfin, les films français qui ont fait le plus gros score au box-office mondial pour comprendre. Le premier étant Lucie avec 463 millions de recettes, suivi de Intouchable. Mais après, Taken 2, Taken 3 et Le Cinquième Élément. Il y en a quand même mis 4 dans le lot. Pas mal. C'est difficile de faire plus gros. Autre réalisateur avec une carrière outre-Atlantique qui doit son succès à sa deuxième réalisation Haute Tension en 2003, Alexandre Aja. Haute Tension distribuée d'ailleurs par EuropaCorp, la boîte de Luc Besson, qui est vraiment partout et qui va permettre au cinéaste de faire son trou dans le monde du cinéma fantastique avec ensuite le remake de La Colline à des yeux, Mirrors, Piranha 3D ou encore Crawl. Crawl dont tu m'avais parlé, que j'ai toujours pas vu. Je trouve qu'il est vraiment fort, Aja, moi. Il fait vraiment des films d'horreur qui fonctionnent bien. Et Crawl, je l'avais vu en vacances. J'étais au bord de la plage. C'est vraiment le film qui se consomme en vacances avec un crocodile dans un sous-sol. Un film popcorn. Ouais, c'était vraiment cool.
Il est fort, Rage. Et citons aussi Jean-Pierre Jeunet, qui, fort de son succès avec Délicatessen et La Cité des Enfants Perdus, se voit confier à la réalisation d'Alien la Résurrection en 97. Qui est un film que j'avais pas trop aimé. Enfin, sur l'instant, je le trouvais vraiment en deçà des 3 premiers Aliens. Il est bien. Et plus le temps passe, et plus je l'aime, ce film. Plus je le trouve bon. Et alors, Jean-Jacques Hano avec 7 ans au Tibet en 97, vous l'avez vu? Ah ouais. Ouais. Eh oui. Avec Pitt. Brad. Avec Brad. Louis Leterrier avec L'Incroyable Hulk en 2008. Eh ouais. Et aussi Le Choc des Titans. Exactement. C'est ça que je disais. Louis Leterrier, exactement. Mathieu Kassovitz avec Gothica et Babylon ID, avec un peu moins de succès. Ah, excellent. Ah ouais? Non. Je les ai pas vus. Si Apparemment, Babylon a dit, faut le voir. Ah ouais? Ouais, à ce qui paraît, le tournage était chaotique. Faut voir le film et après faut voir Fucking Kassovitz où il raconte l'histoire de ce qui s'est passé avec Vin Diesel. Ah oui, ouais, mais parce qu'il voulait mettre Vincent Cassel à la place. Ouais, mais il a essayé de faire un vrai film de Kassovitz, mais avec le budget des Américains, ils lui ont dit bah non en fait tu vas faire un film américain. Mais l'histoire du film est vraiment exceptionnelle. Ah ouais? Ouais, franchement. Enfin, Ça donne envie quand même. Ah Non, non, parce moi, que, je l'ai à la pas vu, base, ça me donne envie. c'est un bouquin qui est assez cool à la base et le projet était fou et en fait bah ça s'est un peu sabordé, mais vraiment voir le making of c'est impressionnant, surtout si vous aimez bien voir Kassovitz péter des durites et s'embrouiller avec Vin Diesel parce que ça part vite dans les sucettes. J'aimerais bien voir ça. Je peux pas m'embrouiller avec Vin Diesel en tout cas. Tu penses que c'est qui gagne, Mathieu Kassovitz, Vin Diesel, en combat à l'amiable? Je pense que Mathieu Vin Diesel le il défonce. ouais, je pense Mathieu il lâche pas. Je pense Ouais, c'est qu'il vrai. attrape et il fait ah. Ouais, pas sûr. C'est vrai. Et plus, Mathieu, je sais pas pourquoi. plus récemment aussi, Jacques Audiard qui dirige Joaquin Phoenix et Jake Gyllenhaal dans Les Frères Sisters. Super film. Ouais, super film. Mm. Guillaume Canet avec Blood Ties en 2013, que je n'ai pas vu. Et encore, la dernière, Mélanie Laurent avec Galveston en 2018, que je n'ai pas vu non plus. Mais c'était pour citer quand même une réalisatrice française. Eh bien, t'as bien raison, Ah oui. Guillaume. Ah ouais. On a fait un petit tour d'horizon. Dites-nous sur Twitter s'il y en a d'autres. Évidemment, il y en a Bah d'autres, je vous oui, il y en a connais. d'autres, mais évidemment, ils se trouvent toujours sur Ouais. Twitter. Ils vont dire, oui, enfin bon. Ouais. T'as loupé celui-là. T'as Comment pas t'as dit pu lui ne pas en parler? Ils ont Pourquoi tous avec cette voix? Ils ont toujours cette Ouais, voix. non, mais pourquoi C'est cette comme ça, voix? c'est la vie. Alors, hier soir, j'ai tapé Pauline Clément sur Internet. Et je suis tombé ouais. sur une interview dans laquelle. Ça va toujours en confiance, ça. J'ai tapé Pauline Clément sur Internet et je suis tombé sur une interview dans laquelle tu disais, je cite, moi, le truc que je préfère dans la vie, c'est les anecdotes de films, surtout lorsqu'elles sont croustillantes. Ah oui, Ouais. Tu confirmes ces propos ou. je me souviens plus du tout dans quel contexte j'ai dit ça, mais c'est vrai Écoute, que peu les importe, anecdotes parce que ça j'aime tombe, bien. bah, ça tombe Ouais. bien parce qu'il va y en avoir après. Ah, génial. Donc, quelques anecdotes sur les 400 coups et ça tombe bien parce que t'adores ce film. Oui. Tous les jeunes acteurs qui ont passé le casting pour le rôle de Antoine Douanel ont eu un lot de consolation puisqu'ils ont tous été engagés pour composer la salle de classe. Et je trouvais ça assez drôle. Ah, Donc Ah tous ouais. ces petits bonhommes qu'on voit dans la vidéo de casting, finalement, ils ont été récupérés pour jouer les camarades de classe d'Antoine Douanel. Et d'ailleurs, il y en a un qui a une très longue scène au tout début quand il fait la dictée et qu'il arrête pas de faire des traces dans son Oui. cahier, des traces d'encre. hmm. Et c'est une scène comique mais qui dure archi longtemps en fait. Mm. Et qui est muette, et il arrête pas d'arracher les pages. Et finalement, à la fin, il a plus de feuilles et il fait juste. Pas mal. On sent que c'est des souvenirs de classe de Truffaut qu'il a voulu placer. ouais, à tu vois. fond. À la manière d'Hitchcock, qui l'idolâtrait, François Truffaut fait un caméo dans le film. On peut le voir durant la scène de la centrifugeuse, l'attraction rotor. Là. D'ailleurs, cette scène est partiellement un hommage à Vertigo, film d'Hitchcock, histoire de boucler la boucle. Fait rare à l'époque, pour être souligné, ce film est entièrement tourné en décor réel, aucune scène tournée en studio, et c'est un peu ce qui changeait avec le cinéma traditionnel, qui était très théâtral. Par exemple, le cinéma de Jean Renoir au début des années 20-30, c'est que là, les caméras descendaient dans la rue, et c'est aussi ce qui faisait la nouvelle vague. Durant une scène, on peut apercevoir la façade du cinéma Le Gaumont Palace, situé boulevard de Clichy, cinéma majestueux qui était à l'époque le plus grand cinéma du monde, 6000 places, avec des dorures, des moulures, bref, un cinéma formidable qui a finalement été détruit en 72. Aujourd'hui, à la place, il y a un Castorama. C'est triste. Tu préfères le C'est cinéma ou décevant. Castorama? Non, mais c'est décevant, mais je vous conseille de taper Gaumont Palace sur Google, vous verrez, c'était dingue ce cinéma, c'était mais vraiment c'était à- magnifique. Ou c'est à la place de Clichy? Ouais, place de Clichy, ouais. Mmh. Et maintenant, c'est un casto à la Ah, je place. vois où il est le casto. En plus, il est une place. Au coin, à l'angle. ouais, il Voilà prend. ça. Et il y a l'hôtel Mercure juste derrière. Mmh. Et ben avant, tu regarderas sur internet, il y avait le Gaumont Palace, 6000 places, c'est impressionnant quand on regarde 6000 l'intérieur. places. Impressionnant. Plus grand cinéma du monde. C'est fat. Hein. C'est dommage de ne plus l'avoir. Ce film, Les 400 coups, a créé un véritable drame familial au sein de la famille de François Truffaut, puisque les médias, à l'époque, répétèrent inlassablement que ce film était autobiographique et que le jeune Antoine Douanel était en fait l'enfant qui avait été Truffaut. Pardon. Alors même si, effectivement, il s'est inspiré de l'enfant turbulent qu'il était, ses parents dans le film sont complètement fictifs. C'était là le problème, les véritables parents de Truffaut ne supportaient pas l'idée qu'il puisse être associé à ce genre de parents qui, dans le film, ne s'occupent que très peu de leur enfant. Et Truffaut expliquait qu'il avait mis 3 ans avant de reparler à ses parents suite à cette polémique c'est dans les dur. journaux. Ouais. C'est vrai que les parents, ils sont. Ouais, ils sont pas très cool. Non. Enfin, ils sont un peu laxistes.
Il y a dans le film un hommage au réalisateur Jacques Rivette, un des inspirateurs de la Nouvelle Vague, puisque la famille va au cinéma voir un de ses films, Paris nous appartient. Donc c'est un petit clin d'œil comme ça de Truffaut que je vous donne comme D'accord. ça, gratuitement. Anecdote plutôt cool, le premier assistant réel sur ce film n'est autre que Philippe de Broca, qui passa à la réalisation une année plus tard avec Les Jeux de l'amour, avant de nous offrir des films comme L'Homme de Rio ou encore Le Magnifique avec Jean-Paul Belmondo, qui nous a hélas quittés tout récemment. Autre info, le plan de fin des 400 coups, ce fameux travelling sur la plage, a été tourné à Villers-sur-Mer, ville dans laquelle j'ai passé pratiquement tous mes étés quand j'étais enfant et ado. Alors c'est pas vraiment une info, plus un hommage à cette ville que j'aime beaucoup. La vraie info, c'est Jean-Pierre Mocky qui la livra en racontant que Truffaut s'était inspiré pour cette scène du film Rashomon de Kurosawa, film qu'il avait vu au cinéma en compagnie de Mocky et de Claude Chabrol, et film qui les avait tous beaucoup marqués. Et enfin, ce film est dédié à André Bazin qui aida beaucoup François Truffaut lorsqu'il était jeune et en difficulté, lui qui lui offrit une place au cahier du cinéma avant de décéder en 1958, soit le premier jour du tournage des 400 coups, un des grands regrets de Truffaut, puisque Bazin n'a donc jamais vu une seule image du film, lui qui était un peu son mentor, et Truffaut le considérait comme un père selon ses propres propos. Quand tu dis Truffaut, c'est Georges Truffaut ou Oui, c'est Truffaut le jardinier, c'est terminé. Truffaut le jardinier, c'est vrai. Okay. Il a la Légion d'honneur en même temps. Donc c'est pas besoin de faire les 400 coups. Juste, tu fais une boutique avec des plantes, des bonsaïs et tout. T'as une Légion d'honneur. On approche de la fin de l'émission, mais avant de se quitter, le segment du dernier de la dernière, tout ce que notre invité a accumulé culturellement ces dernières semaines. Du coup, Pauline, je vais te poser une question. La première, le dernier film que tu as vu au cinéma? Je suis allée voir Boîte Noire cette semaine. Ok, avec Pierre Ninet. Avec Pierre Ninet. Pareil, c'est très bien. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Un bon thriller. Et j'avais vu un autre film du même réalisateur, et je viens d'oublier le titre, avec Pierre Ninet aussi, où il est écrivain, puis il a pris le script de Un homme idéal, je crois, un truc comme ça. Il a pris le script de quelqu'un d'autre, et quand il devient super connu avec ce script, et du coup, il doit... Il n'écrit pas aussi bien que le premier livre. Ouais, voilà. Enfin, du coup, il doit en fait supprimer l'auteur qui va voir que... Ouais, voilà. Ouais. Et c'est génial. Vraiment bien comme film. Ouais, parce que tu le vois se foutre dans la merde et de plus en plus, et d'aller de plus en plus loin, et tu suis. Et le film. En fait, il avait volé le script à un inconnu. Et puis finalement, le livre devient un best-seller. Et l'inconnu s'en rend compte après. Et puis il recroise l'inconnu, je crois, c'est chez sa copine, un truc comme ça. Et dans le sud, dans mes souvenirs. Ah ouais. Et mais c'est vrai que ce film était cool. Ouais, c'était super bien. Je l'avais vu sans m'attendre à rien du tout. Pareil. Et Boîte Noire, ça m'a beaucoup plu. Le dernier film que tu as vu via une plateforme? J'ai regardé Roma du même réalisateur que Gravity. Ouais, et c'est drôle d'avoir fait Roma après Gravity, parce que Gravity, pour moi, je l'avais vu au cinéma avec mes lunettes 3D, je sais pas quoi, et c'était hyper moderne, et tout d'un coup, c'est un film en noir et blanc qui se passe au Mexique, je crois, mais c'est super beau. Mais je pense qu'il faut le voir sur un grand écran et pas sur son ordi, parce que c'est assez lent, c'est très peu bavard, mais c'est super beau. Oui, c'était un peu le débat qu'il y avait à l'époque, parce que quand Roma est sorti, les gens disaient c'est dommage parce que c'est un film qui mérite d'être vu au cinéma et pas sur un iPhone ou à la télévision. Ouais. Et c'est ce qui avait lancé le débat Netflix cinéma à l'époque. C'était via ce film-là qu'il y avait eu aussi un gros retour de ce débat. Faut aller chez un copain qui a un vidéo proche. Voilà. J'ai eu la chance de le voir au cinéma, moi. Ah ouais. Il était en première du Club 300, là, tu sais. Ah oui, c'est vrai qu'ils font des avant-premières, ouais. Et c'était super. Super film. La dernière série que tu as regardée, Pauline? Bah là, je suis repartie dans la saison 3 de Sex Education. Ok. J'adore cette série, je trouve que c'est super bien écrit. J'aime beaucoup les personnages, ça me fait un peu rêver d'être dans ce genre de série où tu as l'impression qu'ils sont tous devenus copains, que ça a été une espèce de colo et tout. Et j'adore le personnage de Aimé Lou, je crois que c'est son nom d'actrice. Et là, je suis super contente qu'il y ait la saison 3, donc je si je dis pas de bêtises, c'est avec Gillian Anderson, cette série, c'est ça? Scully dans X-Files. Le garçon qui a les yeux bleus. Oui, ça, je la mère. Ok, d'accord. Celle qui joue la mère, c'est l'ancienne de. Ouais, elle est géniale. Justement, elle est sexologue. Enfin, elle écrit des bouquins sur la sexologie. Elle est complètement larguée sur. En ce moment, tout le monde parle d'une série qui s'appelle Squid Game. Je vois ça partout. Ouais, c'est sorti vendredi dernier. C'est bien. Je suis tombé dedans. Ah ouais, mais c'est fou. Tout le monde en parle. Franchement, c'est pas mal. C'est une série coréenne. Ouais. Et oui, il y a un côté un peu. C'est sur quoi? Jeu. Netflix. C'est sur Netflix, ouais. Ok, d'accord. Et parce que je vois des symboles partout et tout, c'est en lien, c'est ça? Oui, parce qu'il y a oui. En gros, il y a un énorme jeu grandeur nature. Et voilà, plein de gens ont été sélectionnés pour leur aptitude à être dans le jeu et à être très endettés, à jouer à un jeu qui est assez mortel.
mais très organisé, avec donc énormément de gens habillés en rouge, avec des symboles sur la tête, et ils savent pas du tout à quoi ils vont jouer. Sauf que le premier jeu, c'est 1, 2, 3 soleil. Et donc, ils sont là, genre, ok, on va jouer à 1, 2, 3 soleil, à des jeux pour enfants, sauf que si tu bouges, quand l'espèce de gros bébé te regarde, bah, tu meurs, en fait. Tu te fais tirer dessus. Et en fait, ils se rendent compte que c'est un jeu mortel. Mais qu'il y a des millions et des milliards même de dollars à gagner pour ceux qui restent. Parce que j'ai vu qu'il y a une folie autour de cette série. Il y a vraiment sur Twitter, par exemple, quand je scroll, ça parle de Squid Game toutes les 5 minutes. Quoi. Bah, franchement, c'est plutôt bien foutu. Là, j'en suis à l'épisode 5 pour le coup. Okay. Et je trouve que c'est pas mal. C'est très coréen, mais bien écrit et assez prenant, je trouve. Les jeux sont cool. Pauline, la dernière chanson que tu as écoutée? C'est sur l'album de Clara Luciani, Tombée amoureuse du chanteur. Quelle grossière erreur, tombée amoureuse du chanteur, la radio serrée contre le cœur. J'adore cette chanson. Je l'écoute, c'est un peu la chanson. Moi, il y a toujours une période, j'ai une chanson, je l'aime, je l'écoute en boucle, puis après je passe à une autre. Et en ce moment, je suis sur celle-ci. Très bien. Le dernier livre que tu as lu? J'avais commencé pendant le confinement, et puis je l'avais pas poursuivi, là je l'ai repris. C'est le premier livre de Mona Chollet, Chez soi, qui parle de vivre chez soi, d'être casanier, d'installer son appartement, de pas devenir fou avec les trucs, genre j'ai acheté une table qui s'est cassée, enfin d'arriver à être en communion avec son intérieur. Toi, t'es casanière? Ouais, quand même. Je suis un peu les deux. Mais moi, ce que j'aime, c'est être un peu solitaire, mais en groupe. En fait, je pense que je rêverais d'habiter dans une CTU, mais avoir ma chambre. Et je pense que je passerais des soirées enfermée dans ma chambre. Et je serais super contente de me dire, ouais, mais si je descends à la cantine, il y a plein de gens. Mais j'ai besoin de ma solitude dans un univers où il y a d'autres gens. Mais c'est vrai que chez soi, c'est important d'être bien chez soi et tout. Et j'aime bien ce livre. De toute façon, j'aime bien Mona Chollet et voilà ce qu'elle raconte. La dernière BD ou le dernier manga que tu as lu, est-ce que tu en lis? Oui, j'adore les BD. Okay. Les mangas, j'en lis un peu moins, mais les BD, j'adore. Alors, en plus, il faut que je prenne mon téléphone parce que je ne sais plus le nom de l'auteur, je vais l'écorcher. Il y a des chances que Aurélien parce qu'Aurélien adore les BD, dans un podcast BD d'ailleurs avec Aslak. C'est vrai. Qui s'appelle La Vignette. La Vignette. Ouais. Et peut-être qu'il va pouvoir t'aider. Là, en ce moment, je lis Les années douces et c'est le même auteur que Le journal de mon père. Ah oui, c'est Jiro Taniguchi. Ouais, voilà. Joli. Et Le journal de mon père, j'avais été complètement bouleversée par cette BD. Elle m'avait retourné, je l'avais offert, je sais pas, à tous les gens que j'aime à leur anniversaire. Je leur ai donné cette BD en disant, faut que tu lises ça, c'est trop magnifique. Et là, Les années douces, c'est un peu plus spécial parce que j'ai l'impression que c'est très codifié de certains codes du Japon. Et là, j'en suis à des dates. Ils se font des dates. Il y a une fille qui est en date avec son maître, son ancien professeur. Et c'est tellement codifié que moi, en lisant la BD, je dis, je sais pas, qu'il se passe quelque chose. Et tout est très doux. À un moment, elle dit... je n'ai pas le droit de lui servir à boire, ça ne se fait pas, mais lui peut me servir. Moi, je suis là, mais lui un peu drôle. Enfin, j'ai plus de mal avec cette BD où le code est pas du tout un code que je connais. Donc, du coup, des fois, je me dis, qu'est-ce qu'ils foutent? Et en même temps, c'est très joli, mais cet auteur, j'adore. Magnifique. Ouais, il est fort, mais c'est vrai que des fois, il a tendance il a fait aussi une BD qui s'appelle L'homme qui marche. C'est juste un mec qui marche. Voilà, bon. Ah oui, j'avais lu aussi le gourmet solitaire. Voilà. Où c'est un type qui va dans des bars et qui mange. Donc, si t'es en appétit, c'est très agréable. Mais bon, tu te dis, et là, je rentre dans ce café, j'ai mangé des bonnes pâtes. Et dans ce bar-là, des bons raviolis. Et voilà. Et il marche seul. Voilà. Oui. Bon. Mais c'est beau. C'est vrai que c'est beau. À chaque fois, c'est très beau. Le dernier objet culturel que tu as acheté? J'ai réfléchi là en venant, en arrivant. Je sais pas si c'est un objet culturel, mais je me suis acheté un t-shirt Sailor Moon. Et une fois que j'ai porté mon t-shirt Sailor Moon, je me suis rappelé, alors que je l'utilise tous les jours, que j'avais aussi un porte-monnaie Sailor Moon. Et quand j'avais mon t-shirt Sailor Moon et que je sortais mon porte-monnaie Sailor Moon, je me suis sentie un peu con. Oui, je connais très bien ce portefeuille Sailor Moon. Tu connais? Oui, parce que tu l'avais oublié à Cannes et je l'avais ramené à Paris. Et du coup, j'avais ce portefeuille Sailor Moon avec moi. Je me disais, les gens, ils vont penser que c'est le mien. C'est relou. Pourquoi t'es fan de Sailor Moon? Petit portefeuille Sailor Moon. D'avoir récupéré ce portefeuille. Et donc, tu as un t-shirt Sailor Moon maintenant? J'ai un t-shirt et quand j'ai acheté le t-shirt, j'ai complètement oublié que j'avais le portefeuille dont je me sers tout le temps. Donc, c'est vrai que ça faisait un peu mono. C'est d'ailleurs, est-ce qu'il y a un dessin animé comme ça de l'époque, Club Dorothée, etc., s'il devait en rester qu'un, Guillaume?
Un dessin animé de cette période-là que t'aimais bien sur le Club Dorothée? C'est dur. Bah, après, c'est difficile de péter Dragon Ball, mais. Ah, c'est Dragon Ball, t'étais Dragon Ball? Moi, j'étais Ken le survivant à fond. Ah ouais, Aïe, Ken moi aussi. T'es un Ken le gros dur, survivant, toi. Ah ouais, je regardais à fond. Même Ouais. le générique, je l'adorais. C'était un peu hard rock et tout. J'étais Ouais, un peu métal. un peu métal. Et toi, Aurélien, pareil? Moi, j'ai eu une grosse période de Ken. Après, j'ai eu quand même pas mal les Chevaliers du Zodiac. Et des trucs que j'ai découvert après, que je comprenais pas en fait, que je pense quand j'étais petit, c'était le collège Foufoufou Ouais. et Ramna 1,5. Je comprenais rien, mais ça m'hypnotisait, tu vois. Ouais. T'avais des gens qui tombaient dans de la flotte et qui se transformaient. Et surtout, le personnage principal, c'était un mec, il tombait dans l'eau, il se transformait en femme. Ouais. Et genre, je trouvais ça incroyable, tu vois. Je comprenais pas Son ce que je meilleur regardais. ami, c'était un gros panda. Ouais, c'était genre pareil, un mec, et il tombait dans la flotte, il se transformait en panda. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe dans cette série? Je ne comprends rien. Et c'était que des transformations comme ça, avec des bagarres. Donc forcément, j'étais très fan. Mais c'est vrai que j'ai eu une grosse époque aussi, Chevalier de Zodiac, et puis à l'époque, il y avait les figurines et tout, ça me rendait tellement dingue, les figurines avant de Chevalier de Ouais, Zodiac. ouais, c'est vrai. Mais si vraiment je devais en garder une, ce serait Olivier Tom, quoi. C'était vraiment fou, quoi. Ah ouais, ouais. J'étais tellement fan d'Olivier Tom. Je voulais être footballeur professionnel à cause de ça, et puis bon. Les croisés, quoi. Non, juste le niveau désastreux. J'ai déjà dit ça, j'ai quoi. Oui, Les t'étais croisés. fan de Sailor Moon, toi? Bizarrement, c'est plus l'esthétique que j'aime. Je sais, Ah. sur le coup, j'en regardais, mais je crois que quand il y avait trop de bagarres, je décrochais un peu. Donc, Il y a beaucoup de Corée dans Sailor Moon. Ils faisaient des. ouais, c'est vrai. Pouf, Ah, puis je regardais les Power Rangers. Ah, Ah ouais. Personne n'est fan de Fantomette. Personne n'a un porte-monnaie Je regardais Fantomette. sur la 3, il y avait une série Fantomette. Ah bon? Très mal faite. Il y a un truc qui me déprimait, mais vraiment c'était un truc. Le générique me mettait en bad à chaque fois, c'est Renard Chenapan là. Tu vois ah ouais, j'adorais, moi. Bah, le générique à chaque fois, Chenapan. ça me faisait bader. Ripouille, coquet. Oui, bah, C'est- c'était ça c'est qui me faisait bader. Je sais pourquoi ça te faisait bader, parce que pourquoi ça me faisait aussi bader, ça Ah passait ouais le dimanche soir. Sur Ah ouais France 3. Donc au final, c'était comme ça cartoon. Non, c'est T'étais pour ça parce que content, ça c'était la fin du ouais, week-end. mais c'était Mm. non, c'était pas ça, c'est juste ça me faisait bader, je sais pas, Ah ouais. ça me déprimait. Moi, je pense à ces cartoons et Renard Chenapan, je pense à coquillettes, jambon, dimanche soir. Après, tu vas te coucher et tu vas en cours. Ah, ça veut dire tu te rends pas compte quand t'es petit, mais c'est-à-dire tes parents ils ont la flemme de te faire à bouffer. Bah, le quoi. dimanche soir, moi, c'est toujours comme ça. Tu Omelette. te dis c'est cool, c'est un repas, mais ils ont juste la flemme. Bah, c'est dimanche soir. Et enfin, Pauline, le dernier artiste que ou le dernier artiste que tu scrolles sur Insta, que tu suis, Et ou un pareil, compte, il faut que je sorte. C'est une fille qui a les cheveux bleus qui danse et je l'adore. Lara. Attends. J'ai aucune larme. là-dessus, personne Bah, je peux t'aidera. pas t'aider, ouais. Là, désolé. Je sais pas. Alors, une fille aux cheveux bleus qui danse. Et oui. Attends, non, mais il faut Pas Sailor que je... Moon. C'est pas Sailor Moon, il faut que Lara... tu couperas si c'est trop long. Là, Fabien. Je fais un petit point de montage. Lara Meshi. Alors, pourquoi Lara Meshi alors? Elle fait des chorés qui sont trop stylés. Je l'avais rencontrée sur un tournage, puis je l'avais follow, quoi, en mode, elle était très sympathique. Et je suis assez fascinée par ce qu'elle fait. C'est assez simple, c'est plein de chorés avec ses potes, mais je sais pas, j'adore, j'aime bien son univers. Pour moi, c'est un peu peut-être parce qu'elle a les cheveux bleus, mais c'est un peu une Billie Eilish française. Ok. Et j'aime beaucoup son Instagram. Très bien, parfait. Ce podcast est désormais terminé. Pauline, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton actu et ce qui va arriver prochainement? Et en ce moment, je fais des épisodes de Brut, mais qu'on décide chaque lundi, mardi, qu'est-ce qu'on fait pour la semaine d'après. Donc c'est toujours très sur le vif. Là, on a tourné un aujourd'hui et il sort dans quelques jours. Et après, j'ai tourné 2 films cet été. Menteur, un film d'Olivier Barrault qui sortira l'été prochain. Et Jumeaux, mais pas trop. Avec Olivier Ducret, Wilfried Clémence, qui je ne sais pas quand il sortira, parce qu'on vient de finir le tournage il y a 2 semaines, et voilà. Et les 2 tournages m'ont beaucoup plu, donc c'est toujours un peu intriguant de voir qu'est-ce que ça donne en vrai après le montage, la musique, l'étalonnage et le tout. Bien, merci d'avoir été là, Pauline, ce soir. Merci Guillaume. Merci Aurélien. Merci à vous. Merci. Vous nous avez écoutés. C'est la fin de cet épisode. Bien évidemment, on vous conseille de voir ou de revoir Les 400 coups. Et si vous cherchez des idées de films, vous avez toujours le précieux outil Cinématcher dispo sur le site de We Love Cinéma. Merci à Ninon et Timothée qui ont contribué à réaliser cet épisode. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines. Bye tout le monde.